Donc, nous voudrions aujourd'hui vous présenter la grande aventure du château de Crescia et vous inviter à y participer. Crescia se situe dans l'est de la France, dans le Jura, à proximité de la Suisse. Il domine une de ces vallées tout à fait typiques de la région, où coule un petit affluent de l'Ain qui s'appelle le Suran, et où vous voyez ici la situation de Crescia et du monastère de Gigny, dont nous reparlerons plusieurs fois. Voilà, la vallée du Suran est resserrée entre deux chaînes de montagnes aux croupes arrondies et boisées. Elle a quelque chose d'austère et de mélancolique. Le château de Crescia enferme l'entrée au nord et les pics vaporeux des bords de l'Ain en bornent l'horizon au sud. Le château de Crescia occupe le sommet d'une montagne coupée à pic de trois côtés. Composé de styles de plusieurs époques, il frappe par un ensemble grandiose. Et sa position élevée lui permet de contrôler la vallée où se blottit la très ancienne abbaye de Gigny, dont nous allons reparler encore tout à l'heure. Cet ensemble architectural regroupe des bâtiments de diverses époques, témoins d'une histoire très riche. Le puissant donjon de 14 mètres de côté, que l'on peut raisonnablement dater du XIIIe siècle, la poterne qui en défendait l'entrée, avec ses meurtrières et ses mâchicoulis, et à laquelle on parvenait par un pont-levis, aujourd'hui remplacé par un pont de pierre plus pacifique. L'ensemble étant couronné par un puissant chemin de ronde. Côté cour, une grande galerie du XVIe siècle, reconnaissable à ses fenêtres à meneaux, apporte à cette demeure une tonalité plus gracieuse, témoin d'une certaine douceur de vivre, et contraste avec l'aspect austère de l'extérieur. Côté ouest, donnant sur la vallée, un grand bâtiment fut ajouté plus tard, ainsi que des écuries et des remises côté sud. Et voici la curieuse tour dite du guetteur, à l'angle sud-ouest. Haute de 20 mètres, elle abrite en sa partie supérieure... Elle abrite en sa partie supérieure une fenêtre, une chambre et une galerie, depuis laquelle l'ennemi pouvait être surveillé à grande distance. C'est en 1226 que l'on trouve la première mention du château de Crescia par un acte d'association passé entre Étienne II, comte de Bourgogne, et Jean de Chalon, son fils, avec Ponce de Moisia, qui était alors prieur de l'abbaye de Gigny. Par cet acte, qui était analogue à ceux de 1191 et 1192 avec les châteaux voisins de Montfleur-sur-Suran et de Saint-Laurent-la-Roche, le monastère de Gigny concède le village de Crescia aux deux comtes et à leurs successeurs. On se fait réciproquement le devoir de fief pour le château de Crescia, qui était construit probablement depuis peu d'années, et les deux comtes, ainsi que le prieur, apposèrent leurs sceaux respectifs à cet acte d'association. Nous pouvons noter que dès sa fondation, le château de Crescia, par la défense de l'Église, est voué à la défense de la foi, et il retrouve aujourd'hui cette vocation en accueillant cette école résolument catholique. Depuis le XIIIe siècle, lorsque Jean de Chalon l'Antique, fils d'Étienne II de Bourgogne, inféode Crescia à leur illustre maison, les Coligny, dont vous voyez ici les armes et la devise, sont seigneurs de Crescia, et ils le resteront jusqu'en 1710. De cette façon, ils deviennent gardiens du prieuré de Gigny, et en 1647, le dernier des Coligny, baron de Crescia, se disait encore protecteur et ami du monastère de Gigny, dont il avait, lors des guerres, donné asile dans son château aux religieux et aux précieuses reliques de leur église. Bussy-Rabutin, que nous retrouverons plus tard, qui recherchait dans ses papiers de famille l'histoire des Coligny, en écrivit ce bel hommage. En lisant ces vieux titres,
Nous y voyons l'ancienneté de cette maison de Coligny. Le premier portrait que nous trouvons, qui est Humbert de Coligny, vivait en 1135, était contemporain de notre Mailleul de Rabutin. L'ancienneté est égale, les honneurs ne le sont pas. Il y a eu dans Coligny 2 maréchaux de France, un cardinal, un duc et un amiral. Et quel homme que cet amiral! Il est probable que les armées de Louis XI, au cours des campagnes visant à annexer la Bourgogne, ruinèrent le château, puisque la plus grande partie de l'édifice actuel appartient à la fin du XVe siècle. En 1595, l'armée d'Henri IV, conduite par le maréchal de Biron, prend et occupe cette forteresse. Philibert de Coligny oppose d'autant moins de résistance qu'il était tout dévoué aux intérêts du Béarnais, mais on sait combien la Franche-Comté sortit ravagée de cette annexion, ou de cette tentative d'annexion plutôt, car ce qu'avaient tenté Louis XI et Henri IV est en fait accompli par Louis XIV. En 1674, la Franche-Comté est annexée au royaume de France. Louis XIV, qui avait ordonné la démolition générale de tous les forts qui restaient encore debout en Franche-Comté, en exempte le château de Crescia, dont les propriétaires étaient en fait favorables à cette annexion. Il exige seulement la rupture du pont-levis, le comblement du fossé et la transformation de 2 grosses tours rondes qui défendaient l'entrée en 2 tours carrées. En 1677, Louis XIV envoie le célèbre comte Roger de Bussy-Rabutin en exil en Bourgogne. Celui-ci passe alors plusieurs années à Crescia, près de sa fille, dont le mari, Gilbert Alise VI de Langeac, était tombé au siège de La Rochelle en 1676. Nombre de jolies lettres adressées à Madame de Sévigné, écrit Charles Nodier, par ce conteur spirituel mais turbulent et tracassier, sont datées de ces vieilles murailles. Les 2 cousins aimaient volontiers parler de rabutinage quant à leurs propos, parfois ironiques et toujours très, très charmants sur leur époque. Gilbert Alise de Langeac était le petit-fils de Joachim de Coligny, dernier du nom. En 1710, Crescia et ses terres deviennent la propriété de M. Michaud de la Tour d'Avenant, puis passent successivement aux mains de plusieurs familles. Certaines parties du château sont détruites en 1839 par un grave incendie. Le bâtiment ouest, le donjon et une partie de la galerie Renaissance n'ont plus de toiture, plus de fenêtres, plus de portes. Et le château restera inhabité une quarantaine d'années avant d'être restauré. Lors de la Seconde Guerre mondiale, un autre important incendie ravage les bâtiments. Une association de jeunesse, l'association Service de construction par les jeunes, commence des travaux de réfection des bâtiments avec plus ou moins de bonheur, mais ne peut les achever. Et c'est en 1964 que M. Donne achète ce château, le restaure et l'aménage pour y installer une maison de repos et de convalescence. Enfin, la congrégation du Saint-Nom de Jésus de Fangeau y installe le cours Notre-Dame de l'Annonciation en 1985. La congrégation des dominicaines enseignantes du Saint-Nom de Jésus de Fangeau a pour fin spécifique l'éducation des jeunes filles, car, disent nos constitutions, il est urgent d'apporter aux âmes la miséricorde de la vérité. Et c'est un écho à la devise dominicaine Contemplari et aliis contemplara tradere, contempler et transmettre aux autres le fruit de la contemplation. C'est ce que traduit le logo du livre que désigne la main de l'enseignante à l'enfant qui le tient. La croix dominicaine jaillit du livre, formant le V de Veritas, la vérité. L'histoire de notre congrégation commence en 1800, lorsque l'abbé Vincent du diocèse de Toulouse fonde l'Institut des Saints Noms de Jésus et de Marie pour graver au cœur de l'enfant, pour graver au cœur de l'enfant le nom de Jésus.
C'est l'histoire d'un dévouement au quotidien pour que vive encore l'âme chrétienne de la France dans une jeunesse sur laquelle se concentrent les assauts des ennemis de l'Église. Dans les années 1950, l'extraordinaire travail de réflexion du père Calmel et de mère Hélène Jamet a eu pour pivot la certitude intime que l'enseignement doit être celui d'une âme qui se communique à une autre et savoir attendre que les esprits de petites filles mûrissent sous le soleil de Dieu. L'intuition magnifique du père Calmel et de mère Hélène fut de faire de l'enseignement du Maître le lieu même de sa sainteté, dans la perspective toute dominicaine de contempler et transmettre aux autres le fruit de sa contemplation. En 1967, mère Anne-Marie Simoulin est élue mère générale. Éducatrice hors pair, elle savait susciter la flamme qu'elle devinait dans l'âme et l'intelligence de chaque enfant et en éveiller le génie propre. Nous voulons éveiller l'esprit des enfants, ce qui n'est pas facile à l'heure actuelle, car il est souvent encombré non de vrais savoirs, mais d'informations diverses et désordonnées, souvent incohérentes et contradictoires. Pour être ces éveilleurs et ces éveilleuses de l'esprit des enfants que nous devons être, il suffit de les aimer et d'aimer leur communiquer la vérité, et il faut laisser cet amour descendre jusqu'à l'intelligence pour que nous devenions capables de communiquer une vérité chantante et germinative. Cet enthousiasme apostolique était communicatif et partagé par les valeureuses fondatrices de Fangeau, il suscita de nombreuses vocations. Comme le grain de sénévé, la petite vingtaine de sœurs des premiers jours de Fangeau en 1975 en a multiplié les rameaux. En effet, depuis son arrivée à Fangeau, la congrégation du Saint-Nom de Jésus n'a cessé de croître. Elle compte aujourd'hui 250 sœurs, dont 23 novices, réparties en 21 maisons, 14 en France, 3 aux États-Unis, 3 en Allemagne et 1 en Suisse, qui reçoivent en tout 2577 élèves. Que sont nos écoles? Des écoles chrétiennes, libres, où la transmission des vérités de la foi et la culture classique sont mises à l'honneur et où les activités de la vie quotidienne ont leur place. La vie scolaire sera caractérisée avant tout par un climat d'honnêteté, de confiance et d'ouverture, d'entrain et de joie. Ce climat d'entrain et de joie se manifeste plus particulièrement au cours des récréations, où la détente nécessaire à chacun n'exclut pas le souci des autres. Certaines récréations sont animées par une classe en particulier. Les grandes aident à faire jouer les plus jeunes dans un esprit toujours très familial. Tout cela en demandant à l'enfant de coopérer à son éducation d'une manière active et graduellement toujours plus consciente. Des toutes petites classes, ici la grande section de maternelle. Je ne vois pas le paiement. Voilà. On voit cette petite fille qui apprend à écrire une lettre dans du sable pour former les lettres comme il convient avant de les écrire sur le cahier qui est juste au-dessus. Jusqu'aux plus grandes classes, chacune prend effectivement davantage à cœur sa propre formation, tant intellectuelle que spirituelle. Le théâtre, qui permet un contact particulier avec les œuvres littéraires, est à l'honneur dans nos maisons. Comme André Charlier, nous voyons dans l'art un moyen privilégié pour faire entrer les âmes dans le royaume de la grâce. C'est pourquoi la musique et le chant y ont aussi une place très importante.
Sauver la France, c'est sauver avant tout l'éducation de la jeunesse, c'est ressusciter la construction de la vérité dans les âmes d'enfants. La fin de l'éducation est que l'enfant en vienne à préférer librement pour toujours le vrai au faux, le bien au mal, le juste à l'injuste, le beau au laid et Dieu à tout. En 1985, notre congrégation fait l'acquisition du château de Crécia pour y accueillir 64 élèves de la classe de 9e ou de CE2 à la seconde, entourés d'une petite communauté de 7 sœurs. L'aventure commençait, il fallait adapter les bâtiments à leur nouvelle destination, mettre en valeur le moindre espace, assurer le confort nécessaire. Au fil des ans, l'école se développe. Toutes les classes sont ouvertes du petit primaire à la classe de terminale et le nombre d'élèves augmente régulièrement. Après une petite période de stagnation, l'essor reprend depuis les années 2010. La proportion de demi-pensionnaires et d'externes augmente peu à peu, les familles s'installant à proximité de l'école et de la chapelle quand elles le peuvent. Ce succès grandissant oblige à des aménagements et des déménagements des classes, dortoirs et réfectoires afin d'accueillir dans les meilleures conditions cet effectif grandissant. Les années passent avec leur lot de joie et d'inquiétude, joies apostoliques, notamment les témoignages d'anciennes élèves conscientes de ce qu'elles ont reçu et qui nous confient à leur tour leurs enfants, inquiétude d'ordre spirituel du fait de l'évolution de la législation et des programmes symptomatiques du changement profond de notre société, inquiétude matérielle avec la multiplication des contrôles divers, académie, sécurité. Contre vents et marées, l'œuvre se poursuit, grâce à Dieu. Mais un jour, malgré ses nobles proportions, le château s'avère trop petit. Il faut construire pour recevoir décemment environ 170 élèves, dont 120 pensionnaires. Mais que construire? Un bâtiment de classe? Un nouveau réfectoire et une cuisine attenante? Ou une chapelle? Ce sera finalement une chapelle. Ces belles dimensions lui permettront d'accueillir dignement les enfants pour toutes les activités qui rythment la vie d'une école catholique. Messe, chapelet, procession, mais aussi leurs parents lors des cérémonies de confirmation et de communion solennelle notamment, ainsi que les fidèles qui viennent assister à la messe dominicale et dont le nombre s'accroît aussi considérablement. Le bâtiment nouveau abritera aussi dans ses parties inférieures une cuisine aux normes et une grande salle à usage de chapelle. Pardon, un premier étage à usage de chapelle et une grande salle au rez-de-chaussée à usage habituel de réfectoire, mais conçue pour devenir facilement salle de spectacle. Comment intégrer la chapelle à côté du château en un ensemble cohérent? Comment allier modernité des matériaux et ancienneté du site? Ce tour de force aura demandé beaucoup de réflexion, beaucoup d'imagination et quelques traits de génie, mais enfin le projet a pris forme après un certain temps de maturation. Il fallait se lancer et, contre toute espérance, recueillir les fonds nécessaires à cette construction. Un véritable acte de foi en la Providence, dont les libéralités ont répondu à notre confiance, puisque nous avons pu réunir les 3/4 du montant nécessaire. Voilà ce qui a déjà été fait. Les premiers terrassements en février 2022, un énorme travail dans une roche parfois extrêmement dure, du calcaire, de ce calcaire jurassien qui est très, très solide. Les fondations, de mars à mai 2022, on voit ici les travaux de préparation des pieux qui vont descendre jusqu'à la roche dure pour assurer la pérennité du bâtiment. En mai-juillet 2022, c'est le sous-sol qui commence à monter avec ses parois en béton banché. Et nous y installons une chaufferie à bois qui est déjà en service puisqu'elle chauffe les 2/3 du château existant. Et donc, ce qui nous permet de faire de sérieuses économies par rapport aux chaudières au fioul que nous avons actuellement.
En automne 2022, le rez-de-chaussée avec sa future cuisine et son futur réfectoire. Donc on voit ici l'évolution des travaux. Là, les pièces prennent forme. On voit comment aussi ce bâtiment commence à prendre sa place auprès du château. Et c'est la découverte justement de ces volumes qui ont été très bien calculés pour être suffisamment importants à côté du château sans lui porter ombrage. Voilà, ici en haut à droite, vous voyez le réfectoire avec les arches qui donnent vers l'extérieur, qui éclaireront le réfectoire et la future salle de spectacle. Automne-hiver 2022-2023, c'est le premier étage, donc la chapelle elle-même, avec ses structures en béton et ses murs en briques qui montent peu à peu. Les parois de la chapelle elle-même, les murs mesurent 7 mètres de haut. Voilà, donc là on voit se dessiner déjà les futures ouvertures et le bâtiment de clocher qui se construit peu à peu ici sur votre droite. En mai et juin 2023, ce sont la charpente et la toiture. Cette charpente est inspirée de celle du monastère de Brou, tout près de Bourg-en-Bresse. Et l'artisan qui l'a réalisé en est très très fier et a même obtenu un prix au niveau national pour ce travail remarquable. Nous en sommes très fiers aussi. Voilà, on distingue les travaux préparatoires à la pose des tuiles bourguignonnes. Voilà ce qui est fait maintenant. C'est l'allure qui est à peu près l'allure actuelle du bâtiment. Voilà, et ça avec le clocher dont la croix supporte un coq bien jurassien, pour ne pas dire bien français. Voilà, alors à l'intérieur, nous avons l'autel en pierre de Bourgogne. Et il nous reste maintenant un certain nombre de travaux. J'ai dû passer, voilà, il ne reste plus qu'un quart des travaux à financer. L'étanchéité, vous voyez que c'est nécessaire. L'eau pénètre à la moindre pluie. Là, c'est pour l'enduit extérieur. Il faudra enduire toutes ces parois en briques. Il faudra aussi aménager le parvis. Il y a un photo qui passe pas bien. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, c'est encore un petit peu en état de chantier. Il nous faut dans la chapelle installer le plancher chauffant, l'enduit intérieur, tout ce qui est éclairage et alarme anti-intrusion, poser les dernières menuiseries, achever la fabrication des bancs qui viendront nous permettre d'avoir un certain confort. Et puis, il va falloir donc voilà, s'occuper du sol lui-même de la chapelle en pierre, en opus romain, en travertin, les vitraux qui viendront peu à peu et les cloches qui, normalement, devraient être prêtes pour la cérémonie de bénédiction qui aura lieu au mois d'octobre. Donc, bénédiction de la chapelle, baptême des cloches et consécration des autels. Il nous reste aussi à installer au rez-de-chaussée la cuisine, le réfectoire, et à aménager et à meubler. Et pour tout cela, vous pouvez nous aider. Nous avons confiance dans la providence, puisque demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frapperez à la porte et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et on ouvrira à celui qui frappe à la porte. Et déjà, nous pouvons dire un grand merci. Ah, merci ma mère, on est vraiment chez vous là déjà, à travers vos propos. Merci beaucoup et ces belles photos, cette belle animation. Alors, vous êtes une vraie experte technique. Donc, alors, d'une manière très concrète, comment participer à ce beau projet, à votre beau projet, ce projet de bâtisseur des temps modernes, comment justement financer ce quart qui vous manque actuellement, mais vous avez déjà, et c'est quand même déjà une prouesse, financé par des dons collectés par tout votre écosystème, eh bien, 3 millions d'euros, puisque le projet est d'un montant global de 4 millions d'euros. Donc, il reste, vous l'avez compris, 1 million d'euros à chercher, à lever.
Et donc, on vous propose de participer à ce prêt participatif pour financer ce million restant. Ce prêt participatif à travers Credo Lending, eh bien, c'est un prêt sur 6 ans avec un taux d'intérêt à 5,5% par an. Donc, chaque année, et même c'est chaque semestre, puisqu'on est sur des échéances semestrielles, donc tous les 6 mois, vous allez percevoir les intérêts de votre prêt. Et puis, vous allez commencer à percevoir le remboursement de votre prêt à partir de la 3e année, donc à partir du 5e semestre, donc jusqu'à la dernière année, jusqu'à la 6e année. Chaque semestre, vous allez toucher donc aussi bien les intérêts sur le capital qui reste à rembourser, et puis une partie du remboursement, donc en mode, comme on dit, amortissable. Donc, un investissement, un placement extrêmement lisible qui vient financer en circuit court, donc ce projet des maires directement.